Mon père n'a pas hésité. Il a envoyé un simple SMS glacial qui a brisé 32 ans d'histoire. Je te renie. Parle à mon avocat. Je me souviens de la lumière au-dessus de ma cuisine à Denver qui a vacillé, comme si la pièce elle-même avait ressenti le choc. Mon téléphone a vibré une fois, puis est resté immobile dans ma main. Aucune explication, aucune hésitation, juste l'exil prononcé en une phrase. J'ai tapé un seul mot en retour, d'une voix calme et posée. D'accord. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone sur le comptoir, ouvert mon ordinateur portable et pris une décision silencieuse. Une décision qui allait anéantir tous les mensonges qu'ils avaient bâtis. J'ai toujours cru que la cuisine était le reflet de la vérité d'un foyer. Celle où j'ai grandi à Glendale sentait toujours le café brûlé et le stress. Mon père, Harold, aimait les lumières tamisées, les voix étouffées, les émotions contenues, le silence. Ma belle-mère, Marilyn, préférait que tout soit impeccable en apparence, tandis qu'une tension sourde couvait en dessous. Et Evan, mon frère aîné, se comportait dans cette maison comme si elle lui appartenait entièrement. Moi, j'ai appris très tôt à me faire toute petite. On dit que l'ordre de naissance nous façonne. Peut-être, mais dans ma famille, ce n'était pas l'ordre qui comptait. C'étaient les rôles. Evan était le chouchou, la preuve qu'Harold avait élevé un gagnant. J'étais le bouc émissaire, le tampon, celle qui contenait le chaos. Si Evan faisait une bêtise, je la réparais. Si une facture était impayée, je la payais. Si Harold haussait le ton, c'était toujours de ma faute. Quand je suis partie à la fac, je pensais que la distance arrangerait les choses. Ce ne fut pas le cas. Au contraire, elle m'a rendue plus utile. Je suis devenue la fille qui envoyait de l'argent à la maison, la responsable, celle qui, d'une manière ou d'une autre, avait toujours une vie suffisamment bien organisée pour combler les lacunes des leurs. Il y a 4 ans, Harold a appelé en pleurant. En pleurs. De toute ma vie, je ne l'avais jamais vu pleurer. Il m'a dit que la maison allait être saisie d'ici quelques jours. Il a dit qu'Evan l'avait déçu, sans jamais expliquer comment. Il a dit que Marilyn était folle d'inquiétude. Il m'a dit que j'étais son dernier espoir, le seul enfant sur lequel il pouvait vraiment compter. Ces mots m'ont paralysée. J'ai accepté de l'aider jusqu'à ce qu'il se remette sur pied, a-t-il dit. J'ai commencé par payer les mensualités du prêt immobilier, puis les factures, puis les petites urgences qui, comme par magie, surgissaient toujours au moment de ma paix. Je justifiais chaque euro dépensé comme le prix à payer pour maintenir la paix. Mon travail d'auditrice rendait la situation d'autant plus ironique. J'arrivais à tenir les comptes des autres à la perfection, mais j'étais incapable de gérer les finances de ma propre famille. Malgré tout, j'essayais. Chaque repas de fête était une véritable mise en scène. Des sourires forcés, des questions, des compliments à double tranchant adressés uniquement à Evan. Marilyn se vantait de son nouveau travail ou de sa nouvelle voiture, puis se tournait vers moi avec un sourire doux et condescendant et disait « Bonnie aime travailler discrètement. » Rien d'ostentatoire, comme si la compétence était un défaut. Mais quelque chose a changé la semaine précédant le SMS. L'atmosphère autour de mon père s'est tendue, comme s'il cachait quelque chose. Evan évitait mon regard. Marilyn était nerveuse, sursautant à chaque notification sur son téléphone. Les tensions commençaient à se faire sentir. Et puis, au beau milieu d'une soirée ordinaire, j'ai reçu un message de l'oncle Robert. Aucune explication, juste une vidéo. Une vidéo que je n'aurais pas dû voir. Ce qu'elle contenait n'expliquait pas seulement le message de mon père. Cela a fait voler en éclats toute l'histoire. La vignette montrait ma famille réunie autour de la table à manger à Glendale, la même table où j'avais grandi, assise sur le plateau en chêne usé, celui où Evan avait gravé ses initiales à 12 ans. J'ai ressenti une étrange tension dans la poitrine avant même d'appuyer sur lecture. L'écran a légèrement tremblé. L'oncle Robert devait tenir son téléphone et filmer nonchalamment, sans trop se soucier de rien. La pièce était trop éclairée. Le lustre de Marilyn projetait une lumière blanche crue sur tous les visages. Ils semblaient tous détendus, heureux, à l'aise, comme on l'est quand on se sent parmi les siens. J'ai appuyé sur lecture. La voix d'Harold a retenti la première, grave et empreinte d'une satisfaction indéniable. « Ce n'est pas une fille, dit-il. C'est un distributeur automatique de billets ambulants. » La pièce s'éclata de rire. Un vrai rire,
de ceux qui emplissent une maison quand on partage une blague privée. Je restai figé. Marilyn se pencha en avant, secouant la tête comme pour gronder quelqu'un, mais son sourire était large. « Harold, arrête !» dit-elle entre deux rires. « Cette fille travaille trop pour son propre bien. Laisse-la se sentir utile. » Evan intervint, d'un ton léger, presque ennuyé. « Franchement, papa, elle est pathétique. Tu devrais l'entendre parler au travail, toujours à essayer de justifier pourquoi elle t'envoie de l'argent. C'est gênant. » Les rires redoublèrent. Robert renifla derrière la caméra. J'eus la nausée, mais le son continua, m'entraînant toujours plus profondément dans une vérité que j'avais ignorée pendant des années. Harold leva sa bière vers la caméra comme s'il portait un toast à la personne qui filmait. « À mon distributeur automatique personnel, dit-il, puisse-t-elle payer longtemps. Quelqu'un a trinqué. Quelqu'un d'autre a sifflé. Quelqu'un a dit « À votre santé ». Je ne me suis rendu compte que ma main était engourdie que lorsque le téléphone a failli me glisser des doigts. Ce n'étaient pas seulement les mots. C'était la facilité, le confort, la certitude absolue que je n'entendrais jamais rien de tout cela, car à leurs yeux, j'étais trop désespéré d'appartenir à un groupe pour jamais partir. J'ai mis la vidéo sur pause. La pièce autour de moi me semblait plus froide. Pour la première fois de ma vie, je ne ressentais pas de tristesse. Je me sentais éveillé. J'ai repassé la vidéo, observant leur visage, leur posture détendue, leur cruauté insouciante, leur absence totale de culpabilité. Ce n'était pas un moment de faiblesse. C'était un schéma, un système, une vision du monde qui existait bien avant que je ne m'en rende compte. J'ai posé mon téléphone, clignant des yeux avec force, essayant de calmer ma respiration. J'avais besoin de lucidité. J'avais besoin d'air. Je suis sorti sur le balcon de mon appartement. L'air d'automne de Denver était vif sur ma peau, froid à me piquer. Les lumières de la ville vacillaient comme des avertissements lointains. Je me suis appuyé contre la rambarde, le métal glacé sous mes paumes, et j'ai laissé la vérité s'installer. Tout s'est éclairé d'un coup. Le ton étrange qu'Harold avait récemment adopté avec moi, les remarques culpabilisantes de Marilyn, la façon dont Evan inventait sans cesse de nouvelles urgences à mes frais. Il ne se débattait pas. Il n'était pas reconnaissant. Il ne faisait aucun effort. Il complotait. Et le pire, c'est qu'il se croyait en droit de le faire. Je suis rentré, j'ai repris mon téléphone et j'ai relancé la vidéo. J'avais besoin de cette piqûre, de cette colère, de cette lucidité. À la moitié de la vidéo, mon téléphone a vibré. Un nouveau message. C'était d'Harold. Juste une ligne. Je te renie. Contacte mon avocat. J'ai senti une oppression dans la poitrine. Non pas de douleur cette fois, mais de reconnaissance. Ce n'était pas une punition. Ils pensaient que j'allais les confronter. Ils pensaient me couper les ponts avant que je ne perturbe leur système. Ils pensaient avoir le contrôle. J'ai fixé le message un long moment. Puis j'ai tapé le mot qui a tout changé. Ok. Pas oui, pas pourquoi, juste d'accord. Un point final, une porte qui se ferme, une promesse. Car à cet instant précis, seul dans mon appartement, observant ceux avec qui j'ai grandi trinqués à mon humiliation, j'ai réalisé quelque chose que je m'étais toujours refusé à voir. Je ne faisais pas partie de leur famille. J'étais une ressource à gérer. Ce qui est étrange avec la trahison, c'est le silence qui suit. Pas de cris, pas d'effondrement dramatique, juste un silence si pur qu'il résonne presque. C'était le silence qui régnait dans mon appartement la nuit où j'ai tapé « d'accord ». Un silence que je n'avais jamais connu en grandissant, car chez moi, le silence était une arme, une punition, un moyen de forcer la soumission. Mais là, c'était comme un contrôle. J'ai posé mon téléphone et ouvert mon ordinateur portable. Si Harold voulait tout passer par son avocat, je lui offrirais précisément cette distance, cette clarté, et une rupture qu'il ne prendrait jamais pour une crise de colère. Le premier onglet que j'ai ouvert était celui de mon compte bancaire. Le tableau de bord bleu et blanc familier a produit un léger bourdonnement dans ma poitrine, au rythme de la roue qui tournait. Quand les chiffres sont enfin apparus, quelque chose en moi s'est mis en place. Mon instinct professionnel a pris le dessus. Ce n'était plus une question d'émotion, mais de procédure. Première étape, le remboursement du prêt immobilier. 4 ans, 48 mois. Chaque paiement avait été effectué à temps, comme sur une horloge.
J'ai survolé le virement automatique où mon nom figurait comme unique payeur et j'ai cliqué sur « Annuler ». Une petite fenêtre de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr? J'ai expiré lentement. Oui, ai-je murmuré dans mon appartement vide. Deuxième étape, les charges. Je payais certaines factures de leur maison de Glandal depuis des années, l'électricité, l'eau, et même Internet quand Harold oubliait. Clic, clic, clic. Tout était annulé. Troisième étape, les pensions alimentaires. Le fonds d'urgence dont Marilyn m'envoyait des messages environ une fois par mois. Les paiements périodiques dont Evans avait toujours besoin, on ne sait comment. Toutes ces petites choses qui, mises bout à bout, représentaient des milliers. Je les ai toutes arrêtées. Quatrième étape, la documentation. Si Harold voulait une guerre de paperasse et de formalités, je maîtrisais parfaitement ce langage. J'ai ouvert un document vierge intitulé simplement « Paiement ». Pas de drame, pas de commentaires, juste des chiffres, des dates, des montants, des descriptions. Claires, nettes, factuelles. Le document s'allongeait ligne après ligne, révélant 4 années de sacrifices financiers dont je n'avais jamais parlé à voix haute. Le regarder, c'était comme fixer la radiographie d'une fracture que je n'avais jamais soignée. Mon téléphone vibra sur le comptoir. Un message d'Evan. Tu ferais mieux de ne pas faire de scène. Je ne l'ouvris pas. Nouvelle vibration. Marilyn, le remboursement du prêt immobilier est prévu demain. Ne complique pas les choses. Supprimer. Supprimer. Il pensait que je bluffais. Il pensait que tout rentrerait dans l'ordre une fois calmé. Mais je n'étais pas en colère. Je ne m'énervais pas. J'en avais assez. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Mon appartement semblait plus lumineux, comme si l'air avait été purifié. J'ai préparé du café, attaché mes cheveux en une queue de cheval soignée, et me suis installée à la table de la salle à manger avec mon ordinateur portable. Par habitude, je me suis connectée à leur portail de prêt immobilier. Paiement refusé. Une petite bannière rouge clignotait en haut de l'écran. Compte en souffrance. Mon cœur ne s'est pas emballé. Je n'ai pas paniqué. Au contraire, j'ai ressenti quelque chose de profond. Du soulagement. C'était la première fissure visible dans le système qu'ils avaient bâti sur mes épaules. Dans l'après-midi, les répercussions s'amplifièrent. Une avalanche de courriels inonda ma boîte de réception, provenant de services liés à mon allocation. Échec. Carte refusée. Compte inactif. Chaque notification était comme un fil qui se rompait sous mon dos. Vers 17 heures, Evan appela. Son nom s'afficha sur l'écran, rayonnant de suffisance. Je laissai sonner. 10 secondes plus tard, une messagerie vocale décrocha. Ce n'est pas drôle. Je supprimai l'appel sans écouter la suite. Ce soir-là, je m'assis de nouveau sur mon balcon, contemplant les lumières de Denver qui se déployaient à l'horizon. Au loin, les voitures vrombissaient. Le vent caressait doucement mes cheveux. Pour la première fois depuis l'enfance, j'éprouvais un sentiment de maîtrise de ma vie. Pas de fierté, pas de victoire, juste de pouvoir d'agir. Je ne les sabotais pas. Je me libérais d'une structure construite sur mon exploitation. Et tandis que je respirais l'air froid, une évidence s'abattit sur moi, comme du givre sur l'acier. Harold pensait qu'en me reniant, il m'affaiblirait. Mais il avait oublié une vérité cruciale. C'était moi qui maintenais tout en place. Et maintenant, je ne tenais plus rien. Plus rien. 48 heures plus tard, ma mère m'a appelé, paniquée. Le téléphone s'est illuminé, affichant le visage de Marilyn sur l'écran, vibrant si fort qu'il a failli basculer du comptoir. Je suis restée immobile. J'ai fini de verser mon café, inspirant la vapeur comme si elle pouvait me calmer. Quand j'ai enfin répondu, j'ai mis le haut-parleur. Sa voix a retenti dans la pièce comme une sirène. « Bonnie, qu'as-tu fait ? Le prélèvement hypothécaire a été refusé. La banque a appelé ton père. Ils ont dit que la demande avait été rejetée. C'est pour aujourd'hui. Tu comprends ? Règle ça. Règle ça tout de suite. » Ce n'était pas une question, ni une inquiétude, un ordre. J'ai pris une lente gorgée. Harold m'a demandé de tout faire passer par son avocat, ai-je dit d'un ton égal. Alors c'est ce que je fais. Un silence s'est installé,
Puis j'ai inspiré profondément. Quel avocat ne joue pas à des jeux? Bonnie, tu es déraisonnable. J'ai raccroché. 10 secondes plus tard, le téléphone sonna de nouveau, puis encore. Ensuite, une avalanche de SMS s'abattit sur moi. Chacun mêlait culpabilité, accusation et désespoir. Evan entra ensuite dans la danse. Tu es folle. Tu es en train de ruiner la vie de papa. Paye aujourd'hui. Un autre SMS. Tu crois que tes frasques te donnent du pouvoir? Tu es pathétique. Pendant des années, ces mots m'auraient anéanti. Maintenant, ils me paraissaient insignifiants. À midi, les appels passèrent de la frénésie aux menaces. Marilyn affirma qu'il porterait plainte. Evan dit que je serais coupé du monde pour toujours. Harold ne répondit pas un mot. Son silence était presque plus assourdissant que leur vacarme. Mais plus tard dans l'après-midi, tout bascula. Mon avocate appela. Elle avait reçu un message du prétendu représentant légal d'Harold, un courriel rédigé sur un ton guindé m'accusant de harcèlement financier et exigeant le remboursement immédiat de tous les paiements. Elle rit. Ce n'est même pas une vraie plainte, dit-elle. C'est de la pression. De la pression inutile. Bien, dis-je en soupirant. Parce que j'ai besoin de ton aide pour autre chose. Je lui ai tout raconté, les années de versement, la vidéo qu'oncle Robert avait envoyée par erreur, la façon dont ma famille m'utilisait comme un compte bancaire. Et puis je lui ai confié quelque chose que je n'avais jamais dit à voix haute. Il y avait toujours des incohérences dans ces rapports de fonds communautaires. Je pense qu'Harold gère mal l'argent. Pire encore. Elle est restée figée. Alors on a commencé à enquêter. Pendant la semaine qui a suivi, chaque instant de mon temps libre s'est transformé en une enquête discrète. J'ai épluché mes notes professionnelles, recoupant les dates et les transactions avec les documents publics des fonds communautaires. Plus on comparait, plus les failles apparaissaient. Mon avocate a contacté des personnes de confiance, et bientôt, le schéma est devenu indéniable. Harold n'était pas négligent. Il détournait de l'argent, et pas des petites sommes, des retraits importants et répétés, dissimulés sous des descriptions vagues. Mais le dénouement ne s'est pas arrêté là. Un soir, vers 23 heures, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Un pressentiment m'en a dissuadé. Une voix douce et tremblante murmura à mon oreille. « Bonnie, c'est Mia, ma cousine. » On aurait dit qu'elle se cachait dans un placard. « J'ai vu la vidéo, » dit-elle. « Et je dois te raconter ce qui m'est arrivé. » J'eus le souffle coupé. Elle me raconta tout. Comment Harold l'avait coincée à 17 ans. Comment elle avait crié. Comment Lorraine avait minimisé l'incident, le qualifiant de malentendu. Comment elle avait été réduite au silence pendant des années. « Je suis vraiment désolée, » murmura Mia. Je ne savais pas à qui d'autre me confier. Je fermai les yeux, ma vision se rétrécissant. Harold n'était pas seulement manipulateur. Pas seulement agresseur financier. Il était dangereux. 2 jours plus tard, le coup de grâce vint d'une personne inattendue. Dana, la meilleure amie de ma mère. Sa voix se brisa sous le coup de l'émotion lorsqu'elle dit « Ta mère a souffert, Bonnie. Elle ne t'a jamais dit à quel point c'était terrible parce qu'elle voulait te protéger. Harold contrôlait tout. Son argent, ses choix, ses amis. Il l'a vidé de toute énergie, petit à petit. Quelque chose de vieux en moi s'est brisé. Ce n'était pas une famille dysfonctionnelle. C'était un système bâti sur le pouvoir d'un seul homme. Et je n'étais pas la victime de plus. J'étais celle qui brisait ce schéma. La confrontation eut lieu un jeudi soir tranquille. Le soleil de Denver se couchait, projetant de longues ombres dorées à travers la fenêtre de mon appartement. Quand on a frappé à ma porte, 3 coups secs, j'ai tout de suite compris. Quand j'ai ouvert, Harold était là. Son visage était gris, creusé, marqué par la panique. L'assurance qu'il avait toujours affichée comme une arme avait disparu. « Bonnie, » dit-il d'une voix rauque. « S'il te plaît, il parle de poursuites judiciaires. Les gens du quartier m'accusent. Il y a des rumeurs partout. Répare ça. Tu peux arranger ça. Tu es l'auditrice. Dis-leur que c'était un malentendu. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. « Tu es ma fille, » ajouta-t-il, presque suppliant.
Je laissai le silence s'installer dans le couloir jusqu'à ce qu'il se remue, mal à l'aise. Je pris alors une feuille de papier dans mon dossier et la lui tendis. Ses mains tremblaient tandis qu'il lisait. Quand son regard se posa sur la liste des transactions suspectes et le résumé des inconduites potentielles, il eut le souffle coupé. « Quoi? Qu'est-ce que c'est ?» « Un résumé, dis-je, de ce que les enquêteurs savent déjà. Et de ce que d'autres sauront bientôt ?» Il leva les yeux, la panique se lisant sur son visage. « C'est toi qui as fait ça. » Ce n'était pas une question. C'était un reproche. « Non, dis-je doucement. »« Si, c'est toi, » rétorqua-t-il en secouant la tête, la voix s'élevant. « Bonnie, s'il te plaît. J'ai besoin de ton aide. Tu me dois quelque chose. » Je reculai, laissant la lumière du couloir éclairer la distance qui nous séparait. « Je ne te dois rien, » dis-je. « Et tu me renies. Tu te souviens ?» Son visage se décomposa. « Je ne voulais pas dire que c'était ça le problème, » dis-je. « Tu ne le fais jamais. » Je fermai la porte avant qu'il ne puisse répondre. Le loquet claqua doucement, un dernier son apaisant. Et derrière, j'entendis le souffle d'Harold se couper, un dernier halètement. C'est à cet instant que son monde s'écroula. Non pas parce que j'avais tout détruit, mais parce que j'avais enfin cessé de le soutenir. Les conséquences furent plus rapides que je ne l'avais imaginé. En une semaine, le conseil d'administration du fonds communautaire lança une enquête interne. Mon avocat leur transmit le résumé des anomalies, et à partir de là, tout s'effondra. Des réunions furent organisées, des déclarations exigées, des questions posées à voix basse se transformèrent en accusations ouvertes. Le nom d'Harold, autrefois prononcé avec respect, devint une menace. Evan tenta de le défendre en ligne, mais ses publications ne firent qu'attirer l'attention sur l'enquête. On s'interrogea sur ses motivations. Des captures d'écran circulèrent. Sa réputation s'effondra sous le poids de son sentiment de supériorité. À la fin du mois, la maison de Glandal, sa fierté, mon fardeau, fut placée sous procédure de saisie. Les mensualités que j'avais assumées seule pendant 4 ans étaient ce qui la maintenait en vie. Sans moi, elle s'est effondrée instantanément. Entre-temps, ma vie à Denver a pris un tournant inattendu. Après un audit important, ma chef m'a prise à part et m'a proposé une promotion, affirmant n'avoir jamais vu quelqu'un gérer la pression personnelle avec autant de lucidité. Je suis sortie de son bureau avec un titre qui reflétait enfin le travail que j'accomplissais depuis toujours. Un soir, sur mon balcon, j'ai contemplé les lumières de la ville et une vérité apaisante s'est installée en moi. Pour la première fois, la paix n'était pas un luxe que je devais payer. Au final, j'ai appris une chose simple. La famille ne se définit pas par les liens du sang, mais par la façon dont on est traité. M'éloigner des personnes qui m'épuisaient n'était pas de l'égoïsme, c'était une question de survie. Et poser des limites n'était pas de la cruauté, c'était la liberté. Si vous avez déjà porté plus que votre part ou si l'on a attendu de vous que vous portiez tout seul, vous avez raison de lâcher prise. Partagez votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer.